Bienvenue dans cette série d'émissions Claude François, sa mort. Et dans cette série d'émissions, on développe thème par thème tout ce qu'il y a de plus secret sur sa mort. Aujourd'hui, on va aller très très loin dans sa mort, peut-être le plus loin qu'on peut aller, du moins pour aujourd'hui. Cette émission, qui est sans diffamation, qui se veut d'une information claire, objective et surtout sur des faits réels, est dédicacée à des personnes qui sont importantes et chères à mon cœur, Claude François Junior, que j'appelle fidèlement et avec beaucoup d'amour et d'affection mon coco, et puis Jean-Marc, son petit frère que j'aime aussi infiniment et que j'appelle aussi mon coco. Cela est dû que pendant un certain temps, Claude François a échangé le rôle de ces deux personnes qui étaient ses enfants et chacun a porté réellement le nom de Coco. Jean-Marc s'est appelé longtemps Coco et c'est une chose qu'on ne sait pas forcément, mais Jacques Harvey était informé de cela. Aujourd'hui, je m'adresse à Claude François Junior. Oui, cette émission est un petit peu lourde, comme toutes les autres. Et là, ça peut faire mal un peu aux oreilles, parce que l'émission que tu vas voir, mon coco, et je m'adresse aussi à Jean-Marc, est faite sur les révélations du livre de Jacques Harvey. On va parler de la mort de ton papa. Attention, on va aller très loin. Aujourd'hui, on parle des médicaments et certains secrets liés à des drogues. Jacques Harvey était informé que Claude François prenait certains types de drogues et c'est expliqué dans son livre où je vais publier la page 23. Et oui, c'est important de publier cette page pour mieux comprendre cette mort de Claude François qui n'arrive pas tout à fait par hasard. Claude François est-il mort d'une overdose de drogue médicamenteuse, comme l'expliquera Jean Wetzel, producteur de la télévision d'Abou Portant, une télévision où il connaissait des grands noms, oui, Michel Polnareff, Guy Marchand, qui ont été ses amis, mais aussi d'autres noms célèbres, comme Jacques Chirac, Bernadette Chirac, ou même Valéry Giscard d'Estaing. C'est grâce à Jean Wetzel que vous découvrez les confidences de Valéry Giscard d'Estaing, qui était dans un milieu très clos et politique. Politiquement correct. Oui, mais aujourd'hui c'est public, et c'est politiquement public et correct de le dire et de le divulguer. Mais je pense aussi aux Claudettes. Cette émission est dédicacée à la capitaine des Claudettes avec un gros bisou puisque je t'ai envoyé un texto dans la nuit et j'espère que tu l'as reçu. J'ai reçu un accusé de réception que tu l'as reçu. Mais cette émission est dédicacée à Julie et puis à la pauvre Sandra qui est décédée, qui nous a quittés si tragiquement et si jeune. Cette émission est dédicacée à la dernière Claudette de Claude François, Béatrice Serguev, qui vit aujourd'hui sur Monaco, qui est blonde et qui n'est pas brune, et qui ne s'est pas confiée depuis près de 50 ans sur sa relation avec son patron, où elle a travaillé très peu avec lui. Puis cette émission est dédicacée à Nadine, c'est-à-dire Prisca. Et d'ailleurs, Prisca, je voudrais te remercier parce que j'ai reçu de toi une très belle photo où tu étais photographiée avec Nathalie. Donc il y a une chaîne qui s'appelle Nati Clo-Clo. Je vous invite à rejoindre cette chaîne où d'ailleurs je suis publié sur la chaîne où vous trouverez des interviews inédites de mon coco Claude François Junior, mais aussi de toutes les Claudettes. Et si vous aimez Claude François, écoutez-les parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire, de sincères et de très honnêtes. Parfois, elles ne dépassent pas la mesure. Mais moi, je dois vous dire que la mesure, je dois la dépasser en largeur, en hauteur et en profondeur. Inutile de vous cacher entièrement la vérité sur la mort de Claude et allons au cœur de cette terrible mort qui a même un petit côté injuste pour le chanteur. Ce petit côté injuste, c'est ces fameux médicaments. Nathalie qui m'a contacté et sur ma Gmail et aussi sur sa chaîne a dit quelque chose de très vrai qui est très secret sur la vie privée de Claude François. Elle a expliqué, et c'est la vérité, il se trouvait en Suisse. Claude François était inquiet quelques heures avant sa mort. Inquiet parce qu'il ne voulait pas faire cette émission de Michel Drucker. Non, cette émission Les Rendez-vous du dimanche, qui devait être enregistrée un samedi, Claude ne voulait pas la faire.
Et Nathalie a raison, puisque Claude François avait contacté son grand ami, malgré tout, parce que Michel a toujours été une personne, je veux dire, très estimable dans la vie de Claude François, puisqu'ils ont produit ensemble avec Le Chœur une émission en copartenariat d'animateurs. Claude, c'est vrai, de nombreux jours avant, avait expliqué à Michel Drucker « Je ne désire pas passer dans cette émission, c'est une émission en trop, donc ne compte pas sur moi pour venir. J'ai fait cette émission de Noël et je trouve qu'on me voit trop souvent à la télévision dans tes émissions. Et donc, tu peux considérer que cette émission, je ne la ferai pas. » Et c'est vrai qu'il n'a jamais fait cette émission. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que nous dit Nathalie. Nathalie qui va en profondeur et qui aime bien Claude François et qui n'a pas peur, c'est vrai, je dirais pas de l'égratigner, mais de dire la vérité. On ne parle pas de salir son image, on ne parle pas de lui faire du mal, on parle de révéler la vérité et d'arrêter un peu 50 ans de mystère et de mensonges sur sa vie privée comme publique. Dans sa vie privée, le 9 mars et le 10 mars, Claude n'est pas très bien en réalité, il est un petit peu soucieux. Et d'ailleurs, dans ce côté un peu soucieux, où parfois, heureusement, il sourit un peu, et il est bien, il n'avait pas le choix, parce que la Pi, avec un P, PBC, firme qui fait partie de la BBC, l'avait invité et avait payé tous les frais d'hôtel, tout était payé par la BBC. Il n'a rien versé de sa poche. Donc, 3 jours dans une belle station, station de ski, à l'Aiselin, avec les Claudettes. Puis Claude était soucieux, c'est vrai, il va demander à un moment donné aux Claudettes de rester encore un peu avec lui. Il voulait qu'elle reste jusqu'au lundi, alors qu'il avait une émission à enregistrer le samedi. Comme c'est étrange, cette demande, rester avec moi jusqu'à lundi à l'Aiselin, alors qu'il a une émission le samedi. A-t-il oublié, Claude François, qu'il a une émission? Et c'est bien là la question. Non, Nathalie répond, c'est vrai, comme moi aussi je l'ai expliqué dans de nombreuses émissions, que Claude était soucieux, il y avait un problème qui se passait, qui était connu que par son entourage immédiat, qui était informée de ce problème. Sylvie Mathurin était informée puisque c'est elle qui décalait les rendez-vous. Quand elle disait « Claude, tu as rendez-vous à 15h », en réalité, elle décalait l'horaire. Oui, pour qu'il n'arrive pas en retard, il arrivait quand même en retard, parce qu'il connaissait sa combine. En Suisse, une personne n'ignore pas la vérité, que Claude François est au plus mal en réalité et se fait quelques soucis. Ça le gêne un peu de rentrer sur Paris, il aimerait avoir une bonne excuse. Et si les Claudettes restent avec lui dans cette station de ski jusqu'à lundi, il a la bonne excuse. On a été bloqué jusqu'à lundi. Voilà. On doit comprendre, parce que vous n'allez pas tout comprendre, que Claude pouvait rester 3 jours ou 6 jours ou même encore un peu plus. La production BBC payait les frais quel que soit le nombre de jours à partir du moment où il ne dépassait pas 15 jours. La production avait prévu que comme il est une star, une grosse de cette époque, il pouvait prendre la décision dans ce temps un peu climatique agréable, cette belle station de ski où c'est très beau l'Aiselin, que le chanteur serait un peu intéressé de prendre 2-3 jours de vacances. Et très étonnamment, lui qui ne prend jamais de vacances, prend une très curieuse décision. Cette curieuse décision, ça serait de prendre 2-3 jours de vacances. Oui, il est parti là-bas pour travailler, il n'a pas vraiment pris des vacances dans cette station de ski, il n'a pas profité de l'Aiselin. Et quand l'hôtellerie est payée, tout était payé, même la nourriture, pourquoi se priver finalement de rester 2 ou 3 jours de plus, puisque c'est la BBC qui paye, c'est-à-dire firme de la BBC. Ainsi, Claude propose aux Claudettes, dont Danny Borg et les autres Claudettes, Sandra, restez avec moi jusqu'à lundi, on repartira lundi. Mais les Claudettes, vont refuser. On ignore le refus exact. Pourquoi elles ont refusé? Peut-être avaient-elles, en effet, des impératifs sur Paris, des choses à faire, des gens à voir. Il peut y avoir 1000 explications de la part des Claudettes. Mais les Claudettes, évidemment, prenaient des décisions en groupe. On sait que la capitaine des Claudettes gérait les Claudettes, mais prenait pas la décision pour toutes les Claudettes. Ainsi, nous savons que les Claudettes, et on peut parler
à l'unanimité, oh c'est dur à dire, elles ont dit non. Mais Sandra, je ne serais pas aussi certain qu'elle ait dit vraiment non, Sandra. Il semble que là, sur le fait de partir et de rester, il y avait un peu de divergence au sein des Claudettes. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Claude ne veut pas faire cette émission avec Michel Drucker, mais il n'a pas l'excuse, il doit la faire. Il doit la faire parce qu'il ne veut pas, c'est vrai, faire de peine à son camarade animateur, camarade et ami, où il peut l'appeler à 3h du matin pour le déranger pour n'importe quoi. Un tel homme qui accepte de répondre à 3h du matin, on ne peut pas le lâcher. Michel Drucker, le jour de sa mort, lui explique « Tu vas pas me lâcher, tu vas pas me faire un mauvais coup, Claude. Tu sais, les travailleurs sont syndiqués, essayent d'arriver à l'heure et ne t'inquiète pas, tu apparais dans une petite séquence. Fais-moi plaisir, viens, ça sera une belle émission. » Rémi Grimbach aussi téléphone expliquant à Claude vraiment qu'il doit venir à l'émission. Et Claude se laisse petit à petit convaincre par tous ces gens si gentils, parce que Rémi Grimbach est vraiment très gentil, qui s'occupait de l'émission, c'est vrai, les rendez-vous du dimanche enregistrés ce jour-là un samedi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de Claude François vers 2h30 du matin. Et je regarde l'horloge pour pas dépasser le temps de cette émission. 2h30 du matin, Sylvie Mathurin donne des explications très claires. Elle monte les bagages de Claude François, les dépose un peu partout, dans sa penderie, etc. Elle voit pour la dernière fois Claude François, donne une description très précise. Il était assis sur son lit, la regardait. Il ne lui a pas adressé la parole du tout. Pas un seul mot est sorti de sa bouche. Et il a fait un clin d'œil. Ça a été le dernier moment où elle l'a vu. Claude François. Il est 2h30 du matin. Quand elle arrive, elle pose les bagages, mais elle repart vers 2h45 du matin. Comme c'est étrange, elle est partie à l'heure exacte où 2 heures plus tard, son certificat de décès était signé par un pompier, on doit le dire, sans présence d'un médecin légiste. Parce que le pompier l'a déclaré pendant des années. C'est lui qui a fait le certificat de décès. Évidemment, il n'a pas le droit de le faire. Il a besoin de ce qu'on appelle d'un médecin légiste avant de prendre cette décision. D'ailleurs, on sait par Valéry Giscard d'Estaing que le corps a été secrètement transféré pour être vu par un médecin légiste. Il y a plein de choses que vous ne savez pas qui seront divulguées dans les prochaines émissions. Quand Claude a été vu à la Salpêtrière à Paris, le médecin légiste a expliqué à Valéry Giscard d'Estaing qu'il y avait énormément de problèmes dans sa mort, des problèmes de type médicaux. Il ne comprenait pas pourquoi le cou n'était pas gonflé de Claude François. Il aurait dû gonfler comme une éponge en 3-4 heures. Il ne comprenait pas pourquoi son visage n'avait pas gonflé comme une éponge aussi. Quand les gens meurent, le cou gonfle, c'est assez affreux. Pour évacuer les gaz, on embaume le corps. Cela évacue tous les gaz. Le problème est qu'il n'était pas embaumé quand il est conduit à la Salpêtrière à Paris secrètement, par une ambulance garée derrière l'immeuble, pour éviter les photographies indiscrètes, une décision du président de la République. Le président s'étonne un peu par voie de téléphone en quoi c'est si grave, si important que le cou soit gonflé ou pas, donc suivez les prochaines émissions. Le médecin légiste est formel. Dans le cas où Claude François est réellement mort, il y a des symptômes quand même de la mort qu'on ne peut pas éviter. Il y a des lois, il y a des règles. Tout d'abord, il se passe un phénomène dans la mort qui est très peu connu. Le cou, c'est-à-dire votre cou, se met à gonfler comme une éponge. C'est assez horrible. Et ce phénomène arrive généralement 1 heure, 1 heure et demie après la mort. C'est pas très beau. C'est pas très beau à voir. Puis tout le visage gonfle. C'est pour ça que généralement on embaume les gens très très vite et même on cache le mort. Il est caché, vous savez, sous un drap blanc. Vous avez quand même vu des accidents de la route. Vous avez vu des pompiers mettre sur le visage un drap blanc. Mais à quoi sert ce drap blanc? Il est pour vous éviter de voir que le visage gonfle et que le cou gonfle comme une éponge. Alors que Claude était mort depuis plusieurs heures et que des gens l'avaient vu, certains ne l'ont pas vraiment vu puisqu'il avait un masque, mais d'autres l'ont vu, son entourage proche. Les gens qui ne sont pas médecins n'ont pas constaté une anomalie médicale, une vraie anomalie. Pourquoi? Puisqu'il était mort, son cou était intact. Pourquoi il n'avait pas le visage gonflé? Oui, il aurait dû avoir un cou gonflé par des gaz, ça serait horrible à voir.
Et puis le médecin fait une petite remarque à Valéry Giscard d'Estaing. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Dans la mort de Claude François, on ne voit pas sous ses ongles de traces bleutées ou violettes. Et ça, vous avez vu la précédente émission où Valéry justement parle de cela. Oui, on aurait dû voir des ongles bleutés, violets et même noirs. Et aussi les ongles des pieds. Quand le médecin légiste a retourné Claude François pour lui mettre une claque sur les fesses, il ne rigolait pas, ce n'est pas un bébé, mais c'est une mesure médicale que certains médecins légistes utilisent. C'est pour voir si les fesses sont tendres. Si elles sont tendres, il n'est pas mort. Si elles sont dures, il y a de grandes chances tout de même qu'il soit mort depuis un certain moment. Il note qu'en frappant les fesses de Claude François, il ne rigolait pas. C'est pas une émission à caractère sexuel, mais bon, pourquoi pas. Les claques sur les fesses rebondissent, oui, comme un bon ballon sur lequel on pourrait taper au basketball. Un grand bonjour à tous ceux qui pratiquent le basket, ou même le football. On sait qu'un ballon quand même est tendre, est agréable dans la main, et ses fesses sont bien tendres. C'est pas les fesses de quelqu'un qui est mort, mais en revanche, il avait des jambes un peu dures, contractées. Mais la contraction explique alors le médecin légiste à Valéry Giscard d'Estaing peut être lié à des contractures musculaires. On découvre que des gens ont le corps très contracté. Ce sont des contractures musculaires qui arrivent pas forcément parce qu'on est mort. Quelque chose ne va pas selon le médecin légiste, les fesses sont trop tendres par rapport à ses jambes. Bon, vous allez me dire, dis donc, le médecin légiste, il a caressé ses jambes, il a pris du bon temps avec Claude François. Non. Un médecin légiste fait son travail et croyez bien que ça n'a pas dû être facile pour lui de faire une claque sur les fesses de Claude François. Ça va vous faire rire, mais il a pris une bonne fessée. Il a pris une bonne fessée, mais avec tout ce qu'il a fait, parfois il n'a pas été gentil, Claude. Il méritait ce jour-là la fessée et ne rigolez pas, c'était pour faire un peu d'humour qui va plaire à l'équipe YouTube que je salue. Une bonne fessée, c'est ce qu'il prend à la salpêtrière et ne rigolez pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin signale alors à Valéry Giscard d'Estaing un autre problème. Il n'a pas trouvé, en ouvrant les yeux de Claude François, puisqu'à ce moment-là ses yeux étaient fermés, de petites veines qui se soient contractées entre l'œil, c'est-à-dire le contour et l'intérieur, et l'extérieur, le blanc de l'œil. Des petites veines auraient dû se contracter et les yeux auraient dû être horribles à voir. Or, le regard de Claude François est intact. L'homme est intact, on ne comprend pas ça. Alors le médecin légiste fait appel à un expert à l'intérieur de l'hôpital et pense que peut-être que le corps de Claude François est mort depuis beaucoup plus longtemps. Peut-être est-il mort depuis 8 ou 10 heures et que quelqu'un aurait eu la mauvaise idée de placer son corps dans un frigo, c'est-à-dire de réfrigérer le corps. Le médecin légiste pense que la mort de Claude François pourrait être liée tout de même à des gens qui l'ont déshabillé, nettoyé, lavé, et puis qu'ils ont jeté une dizaine d'heures le corps dans un frigo, le temps de réfléchir à une version potable de sa mort. A-t-il été jeté 8-10 heures dans un frigo, le temps de réfléchir pour éviter la décomposition de son corps, et quand on le sort du frigo, il soit bien frais? Non, peu de chance. On sait que le pompier explique quand il arrive, le cœur quand même bat un petit peu, très faiblement, mais le cœur n'était pas arrêté. Claude François n'était pas mort. Le cœur battait doucement, mais assez pour le faire vivre. On peut donc écarter l'hypothèse du frigo, parce que on a un témoin, le pompier, et malgré tout il est assermenté, c'est pas rien. Mais sur le moment, le médecin légiste de l'hôpital n'avait pas les conclusions du rapport du pompier en totalité, sinon que l'électrocardiogramme ne fonctionnait pas, et que c'était pour la raison, celle-ci, que le corps avait été transporté secrètement de son appartement jusqu'à la salpêtrière à Paris pour au moins brancher un électro qui marche. Peut-on déclarer la plus grande star de France, qui était une star égale de John Hallyday, ou de Michel Sardou, ou même de certaines femmes, Sheila, Mireille Mathieu, ou Dalida, peut-on déclarer une telle vedette mort sur un électrocardiogramme qui marche pas? Et c'est bien le problème, Valéry, ça, il ne le veut pas. D'ailleurs, vous avez dû entendre ses commentaires très importants, ses confidences même.
Il avait peur, il a expliqué que Claude François soit vivant et qu'on le mette vivant dans un cercueil, et que finalement dans la cérémonie de l'église d'Auteuil, il cogne très fort en disant « je ne suis pas mort ». C'était son inquiétude à Valérie, au moins qu'on le mette dans un cercueil et qu'il soit mort, qu'on soit un peu rassuré. Le médecin légiste note en ouvrant la bouche de Claude François, c'est-à-dire en écartant bien sa bouche bien ouverte, il le fera, on va le dire, à l'hôpital, mais ça n'a pas été fait à l'intérieur du domicile, on vous parle de la salpêtrière. Il note en regardant bien l'intérieur de sa bouche que quelque chose ne va pas. Il a une langue bien rosée, Claude. Quand il touche les chairs, elles sont tendres et pas durcies. La langue aussi a de la tendresse. Quand on sait qu'un bœuf, quand on lui coupe la langue et qu'il meurt, sa langue est dure. Elle est dure un certain temps. Bon, elle est dure aussi par nature. Et c'est la cuisson, donc la chaleur, qui va raffermir une viande, la fragiliser et qu'elle devienne dans votre assiette tendre. Parce que certaines viandes sont très dures. Le médecin légiste explique à Valéry Giscard d'Estaing, ne ratez pas les prochaines émissions là-dessus, qu'il est tout de même embarrassé, quelque chose ne va pas dans la mort de Claude François. Tout d'abord, le teint. Le teint, il vérifie qu'il n'y a pas du maquillage sur le visage. Non, il n'était pas maquillé. Curieusement, il n'y avait pas de maquillage, c'est même une anomalie. Parce que quand Claude répond à Marie-Thérèse, il aurait dû être maquillé. Puisque à cette époque-là, il ne sortait jamais sans maquillage. Il avait toujours du maquillage, même devant Marie-Thérèse. Ainsi, quand il lui ouvre la porte et qu'il est démaquillé, cela a un non-sens total. Voilà, j'ai essayé de mieux articuler et de ne pas me tromper dans le verbe. Dans la langue française si complexe. Le médecin explique à Valéry Giscard d'Estaing, mais tout de même, sa peau semble assez bien structurée, la couleur est bonne. Pourquoi le visage n'est pas bleuté? De Claude François, il devrait être bleu, il devrait déjà être violet. Hein. On devrait déjà être sur le point de l'embaumer pour cacher tout ça et le maquiller. Parce que l'embaumement cache aussi un long maquillage pour cacher ses parties bleutées, parce qu'un mort, c'est affreux à voir. Il aurait dû être affreux à voir. Et tous les témoins qui l'ont vu n'ont pas été choqués. Il n'était pas bleu, violet, cadavérique. C'était un homme qui semblait dormir, dira Michel Drucker. D'ailleurs, le médecin légiste commence à se poser la question si la mort cérébrale a été constatée. Valéry Giscard d'Estaing demande alors de placer un appareil pour constater la mort cérébrale du chanteur. Nous ignorons après la suite de l'histoire. Si Claude François était réellement mort, ou si on a découvert finalement qu'il n'était pas mort et qu'il a été sauvé ce jour-là. Ça, c'est la partie qu'on connaîtra sans doute jamais, parce qu'elle n'a jamais été révélée par le président si Claude François était réellement mort. À ce moment-là, il coupe son récit et ne répond pas à la question de savoir, après tous ces examens, s'il était mort. Il ne répond pas à cette question. Mais nous allons revenir à l'accident de Claude François dans sa baignoire. Une jeune fille se trouvait avec lui quand elle prend, nous le savons, son téléphone pour prévenir sa sœur, expliquant « Oui, c'est vrai, il avait eu un malaise, Claude, il avait simplement glissé. Oui, bon, il avait fait une mauvaise chute, il était tombé à l'arrière, il avait une grosse bosse sur la tête. Voilà, un simple malaise, il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas d'électricité, tout ça n'existait pas. C'était d'ailleurs la meilleure version qui existe. Parce que si on place l'électrocution, alors on doit poser une question à Kathleen. Comment expliquez-vous que Claude François s'est électrocuté, des doigts carbonisés en 5 secondes et qu'il est mort, et que votre frère, plusieurs mois avant, s'est lui aussi électrocuté devant un objet qui bouge tout seul, lui aussi dans une salle de bain, et que lui, il est paraplégique à vie dans un fauteuil roulant. Avez-vous eu dans votre vie 2 personnes électrocutées dans le même accident identique? On voit bien que quelque chose ne va pas. C'est impossible que Kathleen ait eu 2 personnes qui aient vécu exactement la même histoire. Non, on sent plutôt un copier-coller d'une histoire, surtout parce que je vais vous en dire beaucoup plus sur sa mort. Et oublions ce copier-coller grotesque de la version de Kathleen qui est complètement grotesque, qui ne tiendrait pas dans un tribunal. Elle serait interrogée des heures pour essayer de voir si la version de son frère n'est pas juste un copier-coller pour l'attribuer à Claude François et nous faire croire qu'il est mort comme ça. Ainsi, de toute façon, elle aurait été questionnée des heures, ne serait-ce que pour ça, sans compter toute
le reste de son récit qui tient pas la route. Des doigts carbonisent pas en 5 secondes. Mais là n'est pas la question, ne prétend pas de mauvaises intentions à une fille qui a rendu service. Kathleen est une bonne personne qui a voulu faire plaisir. Une potiche dans un décor qui rend un service dans un décor. L'important est que la police, dans ce décor, voit la potiche, la future femme de Claude-François. Elle devait se marier avec, avoir 7 enfants. Leur relation était stable depuis 2 ans. C'est ce qu'on nous explique. Mais à Jacques Harvey, c'est pas ce qu'il dit 3 jours avant. Il n'est déjà plus avec Kathleen et il voit pratiquement jamais Kathleen, sauf pour une séance photo, d'ailleurs, où elle se fait payer. Eh oui, il n'y a rien de gratuit. C'est un mannequin, elle se fait payer. Mais heureusement que la police n'a jamais découvert tout ça. Elle aurait été questionnée des heures, mais on aurait de la peine pour elle, parce qu'on sait que Kathleen est une potiche dans un décor qui a joué le rôle du décor. Mais on sait qu'elle a un peu craqué quand la police arrive. Elle devait jouer son rôle, elle n'a pas réussi à le jouer. Et Marie-Thérèse s'est retrouvée un peu toute seule. Et elle a bien senti que l'affaire allait complètement foirer. Elle s'est alors approchée près de la police, vous avez vu les autres émissions, et a expliqué qu'elle allait faire le témoignage de Kathleen par traduction. Et par miracle, elle a tout compris ce que lui disait Kathleen, alors que la police ne comprenait rien de son étrange anglais. Mais ne soyons pas méchants envers ces 2 femmes que j'aime toutes les 2 et que je trouve charismatiques et belles et qui ont joué toutes les 2 un rôle dans sa mort, juste un rôle. C'est un peu comme des comédiennes qui présentent une histoire dans la presse et pour la télévision, c'était 2 comédiennes. Une en plus, elle est mannequin, travaille pour Claude-François dans ses entreprises et est payée par ses entreprises. Quel témoin avantageux! Un témoin qui travaille pour lui, qui fait partie de ses entreprises, qui est payé sur séance photo, oui, et son attaché de presse, qui travaille aussi pour lui. 2 témoins idéaux de sa mort. Aucun témoin public. Si, il y avait cette jeune fille qui travaillait pas pour Claude-François, qui était le seul témoin public de sa mort, qui explique une autre mort. Mais elle disparaît de l'histoire, et étrangement, ni Kathleen ni Marie-Thérèse ne divulgueront jamais qui a pris ce téléphone pour expliquer une autre mort de Claude-François. Ont-elles gardé le silence? Étaient-elles 3 femmes dans un appartement? Et même beaucoup plus avec Geneviève Leroy, pourquoi pas 4 femmes? Mais le 11 mars 1978, Sylvie Mathurin, qui est son habilleuse et qui n'est pas sur cette photo, va jouer un rôle important. Ce rôle est très important. À 2h30 du matin, elle arrive, pose les bagages de Claude, range un peu tout. Oui, elle voulait que Claude se repose. C'était à elle de tout ranger. Elle aimait faire ça, rendre service à son patron. Claude aimait, c'est vrai, quand il arrivait de pouvoir se reposer. Étonnamment, quand il arrive d'un long voyage, Claude s'assit sur un lit et on est même surpris finalement de ce récit. On est un peu surpris qu'à 2h du matin, il n'ait pas eu envie de boire ou de manger quelque chose. Enfin, je veux dire, après un long voyage comme ça, il aurait peut-être eu envie de manger quelque chose vers 2h du matin. Claude aimait prendre son chocolat, des tablettes de chocolat en pleine nuit. Bien étrange quand il arrive chez lui qu'il ne mange pas un petit quelque chose quand on sait qu'il aime manger la nuit. Non, il arrive, peut-être était-il fatigué, il s'assit sur le lit, il s'assit, les bras légèrement redescendants du lit, et puis Sylvie Mathurin nous explique quelque chose de très intéressant. Elle explique que Claude portait un pull noir. Vous voyez, le jour de sa mort, rien ne se passe normalement. Dire que depuis le mois de novembre, Claude porte uniquement des pulls rouges. Il en a plusieurs, des Shetland. Il aime les pulls anglais. Il s'est affectionné d'un pull rouge où il n'apparaît uniquement qu'avec ce pull. C'est un peu fini. Oui, les vêtements à paillettes, tout ça, c'est un peu fini. Il avait accepté une dernière fois de porter un costume bleu électrique. Sa sœur le dira, il en avait un peu marre des paillettes. C'est bien sur une Claudette, mais sur lui, ça faisait un petit peu... un petit peu fillette. Et il s'était fait parfois insulter. T'es une fillette. Il en avait marre. Et puis, il est apparu entre le mois de novembre et le mois de mars, presque exclusivement avec ce pull rouge. D'ailleurs, ce pull rouge deviendra presque légendaire, comme la dernière tenue officielle de Claude-François. Mais pourquoi
les mois qui ont précédé sa mort, il n'a porté que ce pull rouge. Pourquoi toujours était-il habillé de la même manière? Jean, pull rouge, veste bleue, bleu cuir, ou marron parfois, ou noir. Mais pourquoi ce pull rouge apparaît au mois de novembre et ne le quitte plus sur son dos? Désire-t-il vraiment véhiculer cette nouvelle image du pull rouge? C'est vrai que ce pull rouge allait très très bien à Claude. On doit le reconnaître, quel que soit le pantalon, dessinait bien sa forme, les vestes avaient tendance à le grossir. Peut-être voulait-il montrer qu'il était bien physiquement et mince. Peut-être avait-il reçu quelques brimades de gens. Tiens, t'as grossi, Claude. Et puis il a pris la décision de porter ce pull rouge. Dans la séance photo du 7 mars, pourtant, il porte une chemise bleue. Et étrangement, on ne trouve pas dans cette séance photographie son fameux pull rouge. On est étonné pourquoi, dans cette séance photo, alors qu'il porte tout le temps ce pull, n'apparaît pas dans la séance ce pull rouge. Où est ce pull rouge? Pourquoi une chemise? Le 11 mars 1978, à 2h45, Sylvie Mathurin se prépare à quitter l'appartement. Claude la regarde, un léger sourire, un clin d'œil, et pourtant il ne lui adresse pas un mot. Pas un mot sort de sa bouche. Claude François est-il déjà mort? À 2h45 du matin. Est-il mort? Je veux dire, le personnage de Claude François est-il déjà mort? Une nuit du 11 mars qui commence étrangement où même Claude s'éclipse envers lui-même. Pas un mot sort de sa bouche devant Sylvie Mathurin. Est-il déjà mort? Il ne parle plus. Il ne dit plus rien. C'est le silence complet. Un clin d'œil. Un simple clin d'œil. Claude fera un dernier clin d'œil, mais pourquoi ce silence cette nuit-là? Claude est-il déjà mort? Le personnage en a-t-il assez d'être Claude François? Prépare-t-il alors une mise en scène de sa mort? Pourquoi pas? Claude François a-t-il tué son personnage à 2h30 du matin, lui interdisant même de parler à Sylvie Mathurin, qui fait partie du monde des artistes et qui n'appartient plus déjà au futur de Claude François? Pourquoi ce silence? Il était déjà mort, Claude François, à 2h45 du matin. Il était déjà mort par son silence. Le fait déjà de même plus s'adresser à Sylvie Mathurin prouve que par son silence, il était déjà mort. Quelle étrange fin qui la sépare de son habilleuse. L'histoire avait commencé aussi un peu comme ça, dans une sorte de silence, et se termine dans une sorte de silence aussi. Le lendemain, après ce long silence, Claude François est annoncé mort. Pourtant, on n'est pas d'accord sur la version officielle. Je l'ai dit, on ne peut pas l'être. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur le fait que Kathleen a un frère qui s'est électrocuté devant un objet qui bouge tout seul, son frère est paraplégique, et son amant, son futur mari, est mort de la même électrocution. Ça, on ne peut pas l'accepter. Forcément, si on est intelligent, on demandera à la police une petite enquête. Vous êtes gentil, mais une telle histoire, vous nous faites quand même une petite enquête un peu plus poussée. La police, à l'époque, ne savait pas cette histoire, que Kathleen, son frère, s'était électrocuté des mois avant. La police n'avait pas d'informations avec les États-Unis. Personne ne connaissait cette histoire. Mais le témoin de sa mort, Marie-Thérèse, connaissait cette histoire. D'ailleurs, elle explique, elle l'avoue. « J'ai appris cette histoire quand j'étais dans la cuisine, dit-elle. » Elle l'a appris le jour même de la mort de Claude. À savoir si cette histoire qu'elle l'a appris, elle n'a pas elle-même eu l'idée de l'utiliser parce que les femmes ne trouvaient aucune mort qui passerait. Bon, tiens, ton frère s'est électrocuté. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre cette histoire pour Claude. Hein. On est dans la merde. Oui, on pourrait se poser la question si Marie-Thérèse n'a pas tout simplement eu l'idée d'utiliser l'histoire de Kathleen pour elle l'attribuer à Claude François. Pourquoi pas? Mais n'accusons aucune des deux femmes. Les deux sont des potiches dans un décor. Et nous racontent le scénario d'une autre personne. Et cette autre personne semble malgré tout être un homme qui se cache derrière cette histoire. Un homme qui téléphone expliquant qu'il ne donnera ni son nom ni son prénom à personne au téléphone et il est dans l'appartement de Claude François au moment où il est mort.
annonce à la télévision française qu'il est mort, mais ne désire pas communiquer qui il est. Mais serait mérité une enquête, tout ça. Comment peut-on téléphoner d'un appartement et expliquer que Claude François est mort et dire « Ah non, moi je ne vous donne pas mon nom, hein, ni mon prénom, non, je suis là et puis c'est tout ». C'est déjà louche, quelqu'un qui ne s'identifie pas. Quelqu'un qui ne s'identifie pas, c'est déjà louche. La police pourrait vous dire, parce que vous savez, les policiers sont très méticuleux, on doit les comprendre. Avec toutes les histoires de crimes qu'il y a en France, on doit les comprendre. Pour un policier, si on explique ça, je parle à un professionnel de la police, il va nous dire, bon, nous, ce qu'on aime bien, c'est des gens quand même qui s'identifient. On a besoin de ça, nous, les policiers. Et là, un homme qui téléphone de l'appartement qui refuse de s'identifier, c'est déjà un peu louche, c'est déjà un peu lourd. Si avec ça, dans sa mort qui était un peu lourd, on ne serait pas tous noyés dans cette baignoire. Parce qu'on peut dire que la mort de Claude François a noyé toute la France dans cette baignoire. On s'est tous fait noyer dans cette histoire à dormir debout, qui ne tiendrait pas une minute dans un tribunal face à des experts et une reconstitution méticuleuse. Mais dans la mort de Claude François, la personne qui savait des choses sur sa vie privée et qui, un mois plus tard, le divulgue dans son livre, c'est Jacques Harvey. On va retirer la photo des Claudettes et je m'excuse. Alors attendez, je clique. Voilà, la machinerie qui n'obéit pas. Tiens, j'ai une photo de Claude François Junior. Voilà, j'aime bien avoir la photo. J'embrasse mon coco, je l'aime tant. Et j'ai ici le livre de Jacques Harvey. Voilà. Dans ce livre, Jacques Harvey va révéler que Claude François utilisait des drogues. Il est la seule personne du monde du spectacle qui a révélé ce terrifiant secret. Claude François touchait à certains types de drogues. Il le révèle dans son livre à la page 23. Il a osé en parler, il a eu un certain courage. Et je vais, si vous me permettez, remettre la photo des Claudettes. Ça sera tellement plus sympathique de les voir, puisqu'elles ont très peu changé. Je disais à Nadine, que vous connaissez sous le nom de Prisca, qu'elle n'avait pas changé, je la trouve même mieux, plus âgée. Mais revenons à ce récit. Ça fait déjà 37 minutes que je vous parle, et je veux une émission qui ne dépasse pas 1 heure. Jacques Harvey est courageux. Tout d'abord, il connaît Claude François depuis très très longtemps. Il a fait une tournée avec lui en 1968. Dans cette tournée, il a même insulté Claude François d'être un connard. Et Claude en a fait un de ses meilleurs amis. Tout avait commencé par une jeune fille de 20 ans qui devait fêter son anniversaire et qui a attendu près de 3 heures pour avoir un autographe. Pendant que Claude a donné des autographes à des gens qui venaient à peine d'arriver autour de lui. Jacques Harvey est en colère. Nous sommes en 1968 ou 1967. Il affronte Claude François. Il affronte et lui dit qu'il est en colère. Et il lui dit, Claude, tu n'es qu'un con. Alors, je vais te quitter, je vais te laisser dans cette tournée, tu la continues tout seul. Claude alors lui réplique méchamment, tu m'emmerdes avec cette fille et son autographe, elle a qu'à attendre. Alors Jacques Harvey va se disputer avec Claude François en 1968 en disant qu'elle attend depuis 3 heures et qu'il serait temps quand même qu'il arrête de jouer les cons dans la vie. Finalement, cette dispute, une dispute qui était importante, la seule d'ailleurs qu'il y a eu entre eux deux, va réveiller Claude François. Il va être comme animé d'une sorte de prise de conscience de la réalité. Claude, le problème est qu'il souffrait beaucoup. En réalité, en 1968, il était déjà drogué de beaucoup de médicaments. Michel Lafon révélera que Claude avait 3000 sortes de médicaments dans sa salle de bain et dans sa pharmacie de salle de bain. Quand on voit l'histoire à dormir debout du Quai d'Orsay, de la police, regardez l'applique là-haut, regardez la salle de bain. Non, regardez pas par là et ne faites pas de photos. Hein. Vous avez remarqué que vous n'avez jamais vu la photo de l'autre côté. Ah, mais vous la verrez jamais, la photo de l'autre côté. Dans la mort de Claude François, dans toutes les publications, vous allez voir qu'une seule photo. Déjà, vous ne verrez pas l'applique qui était au-dessus du porte-serviette et pas au-dessus du porte-douche. Non, ça, vous ne la verrez pas, cette photo, elle est très rare. Il n'y a qu'un livre qui l'a publiée. Mais surtout, dans cette photo de la salle de bain, il y a une chose que vous ne verrez jamais.
C'est la pharmacie de l'autre côté de son bain avec les 3000 médicaments. Ça, il n'y a aucune photo. Non, non, il n'y aura jamais de photo. Ne cherchez pas dans la mort de Claude François une vérité plus grande que celle-ci. Il n'y aura jamais de photo de la salle de bain d'une façon complète. Non, cette salle de bain a été cachée volontairement. Une partie n'a jamais été montrée à personne et dans aucun livre. C'est volontaire. Parce que de l'autre côté, ce qu'on ne peut pas photographier, c'est la pharmacie et les 3000 sortes de médicaments. Sylvie Mathurin va monter alors pour Claude François un réseau pharmaceutique. Elle expliquera, il avait du mal. Oui, ses médecins ne voulaient plus. Non, Claude, arrêtez avec vos médicaments. Stoppez ça, arrêtez, voyons. On ne peut pas vous prescrire autant de médicaments. On va se faire arrêter par la police. C'est une des dernières remarques d'un médecin généraliste. Arrêtez, la police va nous arrêter. On peut pas. On n'a pas le droit de donner autant de médicaments à quelqu'un. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi, Claude, de tous ces médicaments? Vous les mangez? Bon, on vous conseille de prendre un steak frites. Ça sera plus intelligent que manger des médicaments. Claude mangeait-il des médicaments? Avait-il finalement pris l'habitude de manger des médicaments? Une habitude qui vient de 1961, où Claude est parti chercher à Monaco des médicaments pour son papa mourant d'un cancer de l'estomac lié à un ulcère mal guéri. Il prend des médicaments, parfois donne un prétexte. « Ah, j'ai oublié l'argent dans ma voiture. » Puis finalement, il sort dehors avec les médicaments, il s'en va et ne reviendra pas. Mais il avouera que quand il est devenu une star, il est repassé à Monaco et a payé tous les gens à qui il devait de l'argent. Il a tout payé. Et ça, je pense que c'est vrai, parce que les gens lui auraient fait un reproche et puis surtout l'auraient poursuivi en justice même s'il était une star. Sylvie Mathurin savait qu'on ne pouvait plus trouver de médicaments pour Claude. Claude, en 1977, quand Sylvie Mathurin ouvre ce réseau clandestin, dira-t-elle, elle avait monté tout un réseau pour fournir à Claude François des médicaments. Oui, elle expliquera, il n'avait plus les ordonnances, j'ai dû trouver une solution pour lui avoir des médicaments sans qu'on ait besoin de présenter une ordonnance. Pour cela, elle expliquera, j'ai dû monter tout un réseau pour lui. Et puis, elle se contredira dans une autre émission, expliquant que elle a évacué que des médicaments pour la toux, hein. Voilà, Claude prenait des médicaments, des sprays pour la gorge, des sprays pour la toux, faisant un peu d'humour. C'est surtout ça qu'elle a évacué, hein, dans les 3000 médicaments. Mais évidemment, on n'a pas dans une pharmacie 3000 médicaments pour la toux. Et surtout, pour la toux, un médecin n'a pas besoin de vous dresser une ordonnance. Doit-on rappeler tout de même le monde médical comme il est fait réellement. Mais Sylvie Mathurin ne sait pas, quand elle monte ce réseau clandestin, combien c'est dangereux de faire ça. Parce qu'en réalité, Claude François se drogue depuis 1968. C'est en 1968 qu'il touche à la drogue pour la première fois et le confie à Jacques Harvey. Il touche à la drogue, mais non, il n'est pas un toxicomane, non, il ne touche pas à de la cam dure, c'est pas ça sa cam. Claude est un sportif. Hein, les sportifs, vous savez, ils ont un petit point faible. C'est pas rare qu'ils touchent à quelques produits dopants, hein, pour courir plus vite. Claude aime la performance. Tout le monde savait à cette époque-là que même l'équipe de France était un peu shootée, hein, à certains médicaments. Jacques Harvey va faire des terrifiantes révélations sur Claude François. Il explique dans sa tournée de 1967 ou 1968, j'ai plus la date exacte, qu'il y avait conseillé à Claude d'acheter une bouteille d'oxygène. Pour comprendre la situation, Claude se plaint à Jacques Harvey, et nous allons voir après cette page, de son livre. Oui, je vais publier la page, restez avec moi. Claude se plaint. Il explique à Jacques, j'ai une sensation d'étouffement, j'arrive plus à respirer, je sais pas ce que j'ai quand je sors de scène, ou même avant d'entrer en scène, ou même une demi-heure ou une heure avant, j'étouffe, j'arrive pas à respirer, Jacques. T'as pas un conseil, quelque chose? Pourquoi j'arrive pas à respirer, dit-il. Claude souffre, en 1967 et 1968, d'une terrifiante perte d'oxygène dans son sang. Son sang, il y a un problème dans son sang prend moins l'oxygène. Cela est lié que Claude, quand il chante, il ne respire pas. Il chante en apnée, beaucoup. C'est-à-dire qu'il coupe sa respiration pour éviter que sa respiration s'entende dans le micro. C'est une façon qui était utilisée par Henri Salvador. Henri Salvador avait appris à chanter sans respirer.
Et c'est lui qui apprend à Claude François à chanter sans respirer. Henri Salvador dira « Le sais-tu, Claude, on entend trop ta respiration, c'est trop nasal. Arrête de respirer quand tu chantes, fais comme moi. » Mais le problème est que Henri Salvador, lui, ne dansait pas sur scène avec des Claudettes, et que ce petit côté-là n'a pas été pris en considération par Claude. Après ses tournées avec Paul Lederman, il est fatigué, il s'épuise, il est victime de petits malaises qui sont 3 fois rien, mais il se confie à Jacques Harvey. « Jacques, je vais mal. J'ai des malaises. Je perds de plus en plus mon oxygène dans mon sang. J'arrive pas à respirer, je comprends pas. C'est peut-être nerveux, qu'en penses-tu? Peut-être en prenant quelques médicaments pour les nerfs. » Je vous donne la version complète. Dans le livre est publiée la version courte. Dans la version courte, on apprend beaucoup de choses. Jacques alors propose à Claude François d'acheter une bouteille à oxygène. Mais Claude, achète-toi une bouteille à oxygène, et puis avant d'entrer sur scène, peut-être t'as le trac, le stress, 3-4 coups de respiration dans cette bouteille à oxygène avec un masque, tu fais quelques séances de relaxation avec un masque. Et voilà que Jacques Harvey organise des séances de relaxation avec Claude François avec un masque. Il allonge Claude François, lui place un masque sur le visage et dit à Claude, maintenant tu te détends, puisque je fais la tournée avec toi, respire dans ce masque, détends-toi. Au bout de quelques jours, les résultats sont spectaculaires. Claude ne se plaint plus, il n'étouffe plus. Il a retrouvé sa pêche, son rythme, sa puissance de scène, ses grands écarts. Il remercie Jacques Harvey. Jacques est redevenu même son meilleur ami, puisqu'il y avait eu une dispute au départ. Et il lui dit « Mais c'est génial ton idée. Alors regarde ce que j'ai fait, dit-il. » Claude avait déjà fait quelque chose. Jacques lui dit « Quoi? T'as fait quoi? Regarde cette mallette noire. Regarde cette mallette noire, mais ouvre-la, Jacques Harvey. Ouvre-la. » Jacques ouvre la mallette noire et découvre une bouteille d'oxygène, comme ont les pompiers, c'est vrai, hein, ou ceux qui vont à la pêche et qui nagent sous l'eau, et un étrange masque, très beau d'ailleurs, fait sur mesure. Claude faisait tout sur mesure. Et enfin, il peut respirer. Mais voilà, Jacques Harvey, en ouvrant la mallette, découvre quelque chose d'autre. Claude François, en réalité, cache certaines choses. Il est sous l'emprise de la drogue. Et ça, il l'a beaucoup caché à tout le monde. Mais pas à ses secrétaires qui, devant les Claudettes, les premières Claudettes, et même devant Carole Plumel, le secrétaire remettait 3 médicaments dans la main de Claude François devant ces Claudettes. Personne ne savait ces étranges médicaments. C'était quoi exactement? On ne devait pas savoir. Jacques Harvey explique que c'est des boostants pour la scène. En réalité, c'est des médicaments très dangereux. Et personne ne doit jamais savoir ce qu'il prend. Il va cacher, Claude François, pendant 10 ans, qu'il se drogue à des amphétamines. Il prenait des amphétamines, sous prise médicamenteuse, des médicaments très dangereux dont il ne pouvait pas citer le nom des médicaments, de peur que la presse s'empare de la nouvelle qu'il se drogue aux amphétamines. Dans le livre de Jacques Harvey, et c'est la conclusion de cette émission où nous allons nous quitter, je vais tout d'abord vous lire donc cette page de la page 23. Restez avec moi et regardez ceci. Vous êtes là, ne partez pas. Je vais couper ma caméra. Regardez la page sur votre droite, c'est la page 23, je précise, du livre de Jacques Harvey. C'est à peu près à cette époque que Clo-Clo eut l'idée de faire dresser tout autour de la scène des lampes qui projetaient de l'ozone. Il était souvent pris d'une étrange angoisse. « J'ai du mal à respirer. J'ai toujours l'impression de manquer d'air, Jacques. » Vous voyez, j'en rajoute un peu. « Je me sens fatigué. » Je lui avais conseillé des séances de relaxation sous masque d'oxygène. Il avait aussitôt acheté l'une de ces bouteilles chromées en usage dans les hôpitaux, mais aussi, je précise, dans les pompiers. Peu de personnes ont vu cet étrange attirail. Il le tenait enfermé dans une mystérieuse mallette noire qui contenait également divers médicaments secrets. Je répète,
Il le tenait enfermé dans une mystérieuse mallette noire qui contenait également divers médicaments secrets. Avant d'entrer en scène, il inhalait de larges bouffées d'oxygène et bien sûr prenait ses médicaments secrets. Claude François était drogué aux amphétamines. Il était drogué depuis 1968. Ces drogues qu'il prenait ont malgré tout un sens. Il a utilisé ces drogues à partir du moment où il s'étouffait. Il explique à Jacques Harvey: je m'étouffe, je n'arrive pas à respirer, je ne reprends pas mon souffle après la scène, je suis fatigué, quelque chose ne va pas. Donc on pense que des médecins ont voulu le soulager un peu et le booster un peu sur scène. Ces amphétamines, on ne parle pas d'ordonnances qui sont tout à fait légales. On a trouvé dans l'appartement de Claude François le jour de sa mort des ordonnances, mais surtout des notices de médicaments, en allemand, en polonais, en russe, en chinois. Claude prenait des médicaments d'une dizaine de pays à travers le monde. D'où venaient tous ces médicaments écrits en langue allemande, russe, chinois? D'où venaient tous ces médicaments quand on sait que Bruce Lee est mort d'un Aquagesic 500 lié à un médicament chinois? Était-il raisonnable de sa part de faire appel à des systèmes pharmaceutiques étrangers dont les notices n'étaient pas en français? Valéry Giscard d'Estaing le dira dans la suite de cette émission. Quand on a découvert des notices en langue étrangère, on a compris qu'aucun médecin français avait proposé sur son ordonnance de tels médicaments. Des amphétamines, expliquera Valéry Giscard d'Estaing. Il expliquera, oui, on le savait, qu'en tant que drogue, il prenait surtout des amphétamines. Il ne se droguait pas, Claude François. Et il explique dans les futures émissions que vous verrez. Et c'est la conclusion de cette émission. Non, il ne se droguait pas. Et d'ailleurs, Carole Plumel le dira, bon, c'était pas un drogué, on ne doit pas exagérer. On sait que Jodassin touchait à la drogue. Joël en est morte. On sait qu'aujourd'hui les langues se délient. On sait que Mike Brandt prenait aussi un peu quelque chose, il s'est jeté par la fenêtre. Dalida, on sait qu'elle prenait des médicaments, qu'elle est morte des médicaments, overdose médicaments et alcool et peut-être un peu de drogue, on ne sait pas. Soyons polis envers Dalida. Romy Schneider, sa fille expliquera qu'elle ne comprend pas comment on explique que Romy Schneider avait des médicaments dans le ventre, puisqu'à l'autopsie on n'a pas trouvé de médicaments. Mais c'est faux, c'est 100% faux. Parce que la vraie version, on la connaît. Quand les policiers sont arrivés dans la mort de Romy Schneider, c'est la police, qui était la police tropézienne et de Ramatuelle, qui a ordonné de laver l'estomac de Romy Schneider avant que son corps soit transféré pour une autopsie. Ils ont d'abord nettoyé entièrement son estomac et tout retiré ce qu'il y avait dans l'estomac. Puis la police a confié Romy Schneider. Emmenez-la, vous pouvez maintenant l'autopsier. Mais avant, ils ont extirper tout ce qu'il y avait dans son estomac et après on proposait l'autopsie. Imaginez une autopsie où on retire tout ce qu'il y a dedans avant. Voilà ce genre d'autopsie tout à fait insolite dans la mort de Romy. Mais que ça soit Romy Schneider et ses médicaments, que ça soit Claude François et ses amphétamines, que ça soit Mike Brandt, que ça soit tous ces artistes, Jodassin et tant d'autres, nous les aimons tous très fort. Et on ne peut pas leur faire le reproche que dans cette vie artistique insurmontable, parfois de stress, d'inquiétude, du jour au lendemain de ce qu'ils deviendront artistiquement, de finir sur un trottoir comme clochard, pourquoi pas, ils aient eu besoin de masquer leur souffrance psychologique, de ne plus penser. Et un médicament vous aide surtout à ne plus penser. Il vous met dans un état second, souriant, détendu, vous ne pensez plus. Et cette décontraction vous relance dans votre carrière. Ça vous aide à repartir. Mais le 11 mars 1978, on se posera une question si Claude François est réellement mort, comme on nous le dit, ou si la cause de sa mort n'est pas tout simplement un simple malaise. Il ne voulait pas faire cette émission, il n'était pas question de la faire. Mais peut-être a-t-il changé d'avis. Et alors, s'il a changé d'avis et qu'il voulait réellement se présenter pour cette émission, puisqu'il expliquera à la Claudette d'Annie Borg, que moi je surnomme Sylvia Borg, il expliquera. Fais répéter les Claudettes, Dany. J'arrive bientôt, ne t'inquiète pas. Commence à les faire répéter
Voilà, j'en ai pas pour longtemps, j'arrive. C'est les derniers mots de Claude François à la capitaine des Claudettes par téléphone, où d'ailleurs elle n'a jamais confié l'intégralité de la conversation, qui n'était pas très longue d'ailleurs. Mais dans cette conversation, Claude a peut-être pris la décision de faire cette émission, puisque nous avons un témoin, la capitaine des Claudettes, fait répéter les Claudettes, j'arrive. Mais voilà, à ce moment-là, on connaît la suite de l'histoire. Il a ouvert une mystérieuse mallette noire. Cette mallette noire qui a disparu de son appartement le jour de sa mort. Rien n'a été retrouvé, tout a disparu. Ses bureaux ont été aussi cambriolés, tout a disparu. Il y avait aussi des médicaments dans ses bureaux, ce qui explique le cambriolage. Mystérieux, il n'y a pas que les bandes sonores qui ont disparu, mais tous les médicaments et le reste. Claude a peut-être décidé de faire cette émission comme Rémi Grimbach l'a expliqué. Alors il s'est dirigé vers la mallette noire, l'a ouvert et nous pouvons retracer. Puis il a ouvert 3 boîtes de médicaments très précises. Ce sont des amphétamines, pas de simples médicaments. C'est pour ça qu'ils étaient verrouillés dans une mallette noire avec des clés. C'était une mallette verrouillée avec des clés. On ne pouvait pas ouvrir. Seul Claude François avait la clé. Donc, après avoir raccroché au téléphone à Dany, il marche vers cette mallette, ouvre la mallette avec ses clés, puis prend 3 boîtes de médicaments, sort le premier médicament, le deuxième, le troisième, avale les 3 médicaments, prend ses amphétamines, puis il va prendre sa douche, et là, il est pris de vertige. Il s'effondre, la tête s'effondre, s'éclate sur le rebord de la salle de bain, il a une grosse bosse, du sang commence à couler un peu partout, dans la salle de bain, oui, dans la salle de bain, à l'intérieur du bain et à l'extérieur, dans la cuisine, où Claude n'est pas encore tout à fait mort et essaye de se panser, puis il perd encore du sang, finalement il est pris d'un malaise, il se plaint d'étouffement, oui, il avait des problèmes à la gorge, il prenait ses médicaments parce qu'il s'étouffait, et régulièrement il avait des problèmes, il perdait son oxygène. Et malheureusement, ce jour-là, ces amphétamines vont avoir un effet inverse, il continue de perdre son oxygène, cette fois-ci c'est le malaise. Que dira son attachée de presse? On sait qu'elle descend en bas de l'immeuble et qu'elle dit à son chauffeur « Va chercher un médecin pour soigner la voix. » Claude se plaint depuis un petit moment qu'il a un problème à la voix. Essaye de trouver un spécialiste de la voix. Comme c'est étrange, un homme qui a des doigts carbonisés en 5 secondes et qui à ce moment-là avait besoin d'une ambulance. L'attaché de presse de Claude François propose au chauffeur de Claude François d'aller chercher un médecin spécialiste de la voix. Ne ratez pas la prochaine émission sur YouTube.